Je crois qu'on sent les secrets bien avant de les comprendre. Enfant, j'avais cette sensation étrange, ce malaise diffus que je ne parvenais pas à nommer, comme si un murmure constant flottait autour de moi, imperceptible mais pesant. Une atmosphère, une tension, un silence qui criait sans bruit. J'ai grandi seul avec ma mère. Elle était tout pour moi. Attentionnée, souriante, toujours présente, parfois même trop. Mais il y avait des absences dans ses yeux, des moments où elle semblait s'éloigner sans bouger, prisonnière d'un souvenir ou d'un regret. Et surtout, il y avait cette chose dont elle ne parlait jamais, mon père. Quand j'étais petit, je pensais que c'était normal. Certains enfants n'avaient qu'un seul parent, non? Je posais parfois des questions, pas méchamment, avec la curiosité innocente d'un enfant qui cherche à comprendre le monde. Et elle me répondait toujours la même chose, d'une voix douce mais ferme. Il est parti très loin, mon cœur. Ce n'est pas important. Puis elle changeait de sujet. Elle me proposait un chocolat chaud ou me racontait une histoire. Et moi, je me laissais distraire. Mais au fond, ça restait une ombre, une pièce fermée dans ma mémoire dont je n'avais pas la clé. Je me rappelle d'une scène précise, j'avais 7 ans. C'était la fête des pères à l'école. On devait fabriquer une carte. J'avais hésité, puis j'avais écrit « Pour toi, maman ». L'institutrice m'avait souri avec un mélange de compassion et de gêne, et ce jour-là, en rentrant à la maison, j'avais demandé à maman pourquoi je n'avais pas de papa. Je me souviens encore du silence qui avait suivi ma question. Un silence dense. Elle m'avait regardé longtemps, comme si elle cherchait les bons mots, puis elle avait simplement dit « Tu n'as besoin de personne d'autre. Tu es ma plus belle raison de vivre. » C'était beau, c'était rassurant, mais ça ne répondait à rien. Les années ont passé. J'ai grandi, j'ai appris à ne plus poser de questions, à accepter ce flou comme une partie de moi. Mais chaque fois que je voyais un père jouer avec son fils au parc, chaque fois que j'entendais un ami parler de son père, quelque chose se contractait en moi, comme un nœud. Et ce nœud n'a jamais disparu. Il y avait aussi des détails, des choses que j'ai mises bout à bout bien plus tard. Par exemple, les photos. Il y avait des albums entiers de moi bébé, de moi enfant, de ma mère jeune, mais aucun homme à ses côtés. Pas une seule image, pas une trace d'un compagnon, d'un ami, d'un passé partagé. Un jour, adolescent, j'ai fouillé un peu, par curiosité. J'ai retourné les tiroirs, cherché dans les vieux cartons. Rien. Le vide. C'était comme si elle avait effacé une partie de sa vie, ou comme si elle ne voulait pas qu'elle existe. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai fini par lâcher prise. Elle était tout ce que j'avais, et malgré les zones d'ombre, je l'aimais. Et puis il y avait ce regard qu'elle posait parfois sur moi quand elle pensait que je ne la voyais pas. Un mélange de tendresse, de tristesse et de peur. Oui, c'était bien ça. Une peur sourde, enfouie, comme si elle craignait quelque chose, ou quelqu'un. Je n'ai jamais eu le courage de lui en parler. À 29 ans, j'étais devenu un homme. Je vivais seul. Je travaillais dans une petite maison d'édition. J'étais indépendant. Mais ma mère restait une présence essentielle dans ma vie. On se téléphonait chaque jour. Elle venait dîner chez moi une fois par semaine. Et puis un matin, tout s'est arrêté. Un appel, une voix inconnue, un mot qui claque comme une gifle. Accident. Elle ne rentrera pas. Elle ne parlera plus. Elle ne sourira plus. Juste comme ça. Fauchée sur une route mouillée, à 2, pas de chez elle. Ma mère, mon pilier, mon unique repère, venait de disparaître. Et avec elle, ses secrets. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que sa mort allait tout déclencher. Parce qu'en partant, elle m'a laissé quelque chose, pas une lettre, pas un mot d'explication. Elle m'a laissé le droit, ou peut-être le devoir, de chercher enfin la vérité. Et ce que j'allais découvrir allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur moi, sur elle, et sur celui que j'appelais inconsciemment mon père. Les jours qui ont suivi sa mort se sont enchaînés dans une sorte de brume épaisse. Les visages, les condoléances, les fleurs fanées sur le cercueil. Tout me paraissait irréel, comme si je regardais ma propre vie depuis l'extérieur,
J'étais là sans y être, engourdi par le choc, anesthésié par l'absence. J'aurais voulu hurler, mais rien ne sortait. Je crois que c'est ça, le vrai silence. Celui qui s'installe après la dernière phrase, après le dernier regard. Une semaine plus tard, j'ai franchi le seuil de la maison. Celle où j'avais grandi. Celle où tout semblait figé depuis des années. Il y avait encore ses chaussons au pied du lit. Une tasse à moitié vide sur la table. Et cette odeur d'aile, subtile, presque imperceptible, qui m'a arraché un sanglot incontrôlé. Je n'étais pas prêt à vider cette maison, mais je sentais au fond de moi qu'il fallait que je le fasse, que je devais la traverser, pièce par pièce, comme on retrace une vie à l'envers. Comme on rouvre des portes qu'on avait laissées verrouillées trop longtemps, c'est dans le grenier que tout a basculé. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à y monter. Je n'y étais pas allé depuis l'enfance. C'était un endroit que ma mère évitait soigneusement. Trop de poussière, disait-elle, trop de souvenirs, et moi, je respectais, sans jamais insister. Mais ce jour-là, j'ai monté les marches grinçantes, lampe torche en main, comme si une force invisible me guidait. L'air y était plus sec, presque oppressant. Des cartons s'empilaient, des toiles d'araignée pendaient des poutres, et le silence y était plus dense qu'ailleurs. C'est en poussant un vieux coffre contre le mur que je l'ai vu, une boîte en bois, discrète, usée, couverte de poussière, fermée par une cordelette fine, comme si elle avait été rangée là à la hâte, ou cachée. Mon cœur s'est emballé sans que je sache pourquoi. J'ai posé la boîte sur une vieille malle, et j'ai défait la corde. À l'intérieur, un mélange hétéroclite, des photos en noir et blanc, des lettres pliées en 4, un petit carnet usé, abyssanté de la couverture en cuir craquelé, et puis cette photo, celle qui m'a foudroyé. On y voyait un homme, la trentaine, au regard intense. Il souriait, bras autour de ma mère, qui était enceinte. Elle rayonnait. Derrière eux, un jardin, un banc, une journée d'été. Au dos de la photo, une inscription manuscrite, juin 1993, dernier été ensemble. Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai retourné la photo. Je l'ai examinée encore et encore. Ce visage, je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, il y avait dans ses traits quelque chose de familier. La forme du menton, les yeux, les miens. Ma respiration s'est accélérée. J'ai ouvert le reste de la boîte avec précaution, presque religieusement. Chaque lettre, chaque page, semblait contenir un fragment de vérité. Mais c'est le carnet qui m'a le plus attiré. Le journal intime de ma mère. Des lignes d'encre, bleues, tremblantes, parfois raturées. Et sur la première page, une phrase qui m'a glacé le sang. « Si jamais il découvre tout, il ne me pardonnera jamais. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes tempes. J'ai tourné les pages, fébrile. Des souvenirs, des réflexions, des confessions. Elle écrivait comme on se vide de quelque chose, comme on tente d'échapper à une culpabilité trop lourde. Elle y parlait d'un amour de jeunesse, d'un homme qu'elle avait aimé profondément, d'une grossesse inattendue, et puis soudain d'un drame, d'un événement qui avait tout fait basculer. Elle ne disait pas quoi exactement, mais le mot revenait sans cesse, danger. Elle avait fui. Elle s'était éloignée de tout, de lui, de leur histoire, de la vérité. Je suis resté assis là, dans le grenier, le carnet entre les mains, figé. Les murs semblaient se refermer autour de moi. Je ne savais plus qui j'étais. Mon père n'était peut-être pas mort. Peut-être même qu'il n'était pas celui qu'elle avait toujours laissé planer dans mes souvenirs flous. Peut-être qu'elle m'avait menti, pour me protéger. Mais de quoi? Et surtout, de qui? Ce n'était que le début. Je le sentais. J'avais mis le doigt sur un fil, et en le tirant, c'est toute la trame de ma vie qui menaçait de se déchirer. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas réussi à penser à autre chose. La photo, le carnet, les mots griffonnés par ma mère tournaient en boucle dans ma tête.
C'était comme si une nouvelle histoire, parallèle à la mienne, venait d'émerger des profondeurs. Une histoire que je n'avais jamais entendue, mais dont j'étais le personnage principal sans le savoir. J'ai lu et relu le journal, chaque phrase, chaque rature. Je cherchais un nom, une adresse, un indice, quelque chose de tangible. Mais elle n'en avait jamais écrit trop, comme si elle craignait que quelqu'un tombe dessus. Ou peut-être que ce carnet n'était pas destiné à être lu, jamais. Puis un détail a attiré mon attention. Elle évoquait souvent un lieu. Un nom revenait à plusieurs reprises, toujours dans des contextes lourds de sens, les Roches Blanches. Ce nom me disait quelque chose. J'ai fini par me souvenir. C'était une petite maison de campagne que nous avions visitée une fois, quand j'étais enfant. Une vieille bâtisse au milieu de nulle part, avec des murs couverts de lierre et un petit chemin bordé de pins. À l'époque, ma mère avait prétendu que c'était une ancienne maison de famille, mais nous n'y étions restés que quelques heures avant de repartir précipitamment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était là que je devais aller, comme si cette maison détenait les réponses que ma mère n'avait jamais pu m'offrir. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture, direction cette région reculée où le réseau téléphonique disparaît dès qu'on quitte la route principale. La maison était toujours là, un peu plus abîmée, le portail rouillé, les volets clos, mais elle semblait attendre, comme un témoin muet du passé. J'ai forcé la porte d'entrée qui a cédé avec un gémissement. L'intérieur était figé dans le temps. De la poussière, des meubles couverts de draps, une odeur d'humidité et de vieux bois. Mais aussi, étrangement, une sorte de paix. Comme si l'endroit savait que je venais pour comprendre. Je me suis mis à fouiller. Dans un tiroir, j'ai trouvé un double de la fameuse photo, celle de ma mère enceinte et de l'homme au regard intense. Cette fois, il y avait un mot glissé dans le cadre, Monsieur R. Les promesses qu'on n'a pas tenues. Monsieur R? Était-ce ses initiales, son nom? Je sentais que je me rapprochais. Mais ce n'était pas suffisant. Dans la chambre à l'étage, j'ai mis la main sur une boîte à chaussures, rangée dans un faux fond de l'armoire. À l'intérieur, des lettres, vieilles, jaunies, mais soigneusement conservées. Elles étaient toutes adressées à ma mère. L'écriture était la même élégante, fine, nerveuse. Elle parlait d'amour, de fuite, de regret, de peur aussi. Et toujours signée « Monsieur, l'une d'elles m'a bouleversé plus que les autres. » Elle disait « Je comprends ta décision, mais sache que je ne cesserai jamais de penser à lui, à ce fils que je ne verrai peut-être jamais. Si un jour tu changes d'avis, je serai à Paris, dans le quartier de Belleville. Chez mon vieux frère, rue des Pyrénées, je n'ai que ça à offrir, une adresse et un espoir. » Je suis resté figé, la lettre tremblante entre mes doigts. C'était là, c'était concret, une piste, une adresse, et l'évidence que mon père était peut-être encore en vie. Je suis redescendu, le cœur battant. La maison m'avait donné ce que j'étais venu chercher. Une preuve, une direction, mais aussi un vertige, parce qu'en lisant ces mots, je n'étais plus seulement le fils d'une femme disparue. J'étais aussi le fils d'un homme dont je ne savais rien, un homme qui m'avait peut-être attendu toute sa vie. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mon esprit était en ébullition, et mon cœur, lui, battait comme s'il voulait rattraper les années perdues. Cette adresse griffonnée sur une lettre vieille de 20 ans représentait un espoir fragile, mais irrésistible. C'était le seul lien direct avec un père dont je ne connaissais que les initiales. Un visage et quelques mots pleins de regrets. Le lendemain matin, je suis monté dans le premier train pour Paris, le médobisme, carnet de ma mère dans ma poche, les lettres dans mon sac, et une boule d'angoisse dans le ventre. Belleville, je n'y avais jamais mis les pieds. Le quartier m'a semblé à la fois étranger et familier, comme si mes pas suivaient un itinéraire déjà tracé. La rue des Pyrénées était vivante, animée, bruissante de voix et d'odeurs. Mais moi, je ne voyais rien de tout ça. Mon
Regard balayait les numéros des immeubles avec une intensité fébrile. Le numéro 126, c'était là. Un vieil immeuble, typique, façade grisâtre, escalier étroit, une plaque rouillée près de la porte. Famille R. Mon cœur s'est arrêté une seconde. R. Comme dans Monsieur R. J'ai monté les marches, chaque pas me semblait peser une tonne. J'ai frappé, une voix a répondu. Une voix grave, fatiguée. Oui, j'ai entrouvert la porte. Un vieil homme m'a regardé, surpris. Il avait cette façon de vous scruter comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose dans vos traits. Je suis désolé de vous déranger. Je cherche quelqu'un. Peut-être que vous pouvez m'aider. Un homme, Monsieur R. Il aurait vécu ici, il y a longtemps. Le regard du vieil homme s'est figé. Tu veux dire Marc? Marc. Ce prénom a fait vibrer quelque chose en moi. Je crois que oui. Il a connu une femme dans les années 90. Elle s'appelait Claire. Un silence, long, profond. Puis il a ouvert un peu plus la porte et m'a fait signe d'entrer. L'appartement était modeste mais chaleureux. Des livres un peu partout, des plantes sur le rebord de la fenêtre et des photos anciennes sur un meuble. Le vieil homme m'a fait asseoir. Je suis Roland, son frère. Marc vivait ici, oui, mais il est parti depuis longtemps. Il ne s'est jamais vraiment remis de cette histoire, tu sais. Il en parlait peu, mais je savais que c'était resté en lui. Il s'est levé, a fouillé dans une boîte à souvenirs et en a sorti une photo, un cliché d'homme plus âgé, le même regard que celui de la première photo. C'est lui là. Il est vivant. Il s'est installé dans le sud, à Narbonne. Il voulait disparaître, recommencer ailleurs, effacer les blessures. Mais je sais qu'il aurait voulu te rencontrer. Il l'a dit un jour, à demi-mot. Si un jour il vient, je saurai que c'est le bon moment. Je tremblais. C'était réel. Il était réel. Mon père, Roland m'a tendu un petit carnet. Il écrivait, lui aussi. Tiens, il t'appartient maintenant. Je l'ai pris avec une émotion immense. En l'ouvrant, j'ai vu son écriture. Elle ressemblait étrangement à la mienne. Et sur la première page, un mot. À toi, mon fils, si un jour tu me cherches. J'ai fermé les yeux. Une larme a coulé. Tout ce que j'avais cru connaître s'effondrait, mais une autre vérité se dessinait, plus fragile, plus humaine, plus profonde. Je suis reparti de chez Roland avec une adresse, une destination, et cette certitude qui vibrait en moi. Il était temps de connaître l'homme derrière le silence, celui qu'on m'avait caché, celui que je n'avais jamais cessé d'espérer, sans même m'en rendre compte. Le train pour Narbonne filait à toute allure à travers la campagne. Les paysages défilaient derrière la vitre, mais je ne les voyais pas. J'étais ailleurs, en moi. Mes pensées se bousculaient, désordonnées, bruyantes. Et au milieu de tout ça, une question qui revenait en boucle. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je m'étais toujours imaginé orphelin de père, un homme sans visage, sans histoire. Un vide qu'on finit par apprivoiser, même si on ne le comprend jamais vraiment. Et maintenant, il avait un nom, une voix, un carnet, une adresse, et peut-être, au fond, autant de questions que moi. Le carnet qu'il m'avait laissé, je l'ai lu dans le train, page après page. Il n'y parlait pas de moi directement, mais je sentais que tout y conduisait. Il racontait sa vie après la fuite de ma mère, ses regrets, ses tentatives de se reconstruire, ses errances. C'était un homme brisé mais debout, et entre les lignes, j'ai senti son attente, cette forme d'amour suspendu, retenu, comme un fleuve qui n'a jamais pu se jeter à la mer. En arrivant à Narbonne, le ciel était couvert, une brise tiède flottait dans l'air, et un parfum d'iode me parvenait par intermittence. L'adresse que m'avait donnée Roland était à quelques rues de la gare, dans un petit quartier calme, presque hors du temps. Devant le portail, j'ai hésité. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mes mains tremblaient légèrement. Et si je faisais une erreur?
s'il refusait de me voir, s'il ne voulait pas rouvrir les plaies du passé. Mais je n'étais plus ce gamin qui avait grandi dans le silence. J'étais un homme, et j'avais le droit de savoir. J'ai sonné. La porte s'est ouverte au bout de quelques secondes. Il était là. Plus vieux que sur les photos, bien sûr. Le visage marqué, mais les yeux, les mêmes. Mes yeux. Il m'a regardé, longuement, sans dire un mot. Et moi j'ai fait de même. On s'est reconnus, sans se connaître. Il n'a pas demandé qui j'étais. Il a simplement dit « Entre, je t'attendais ». Cette phrase m'a bouleversé. Il n'y avait ni colère, ni surprise. Juste une évidence. Il m'a conduit dans une petite cuisine, simple, baignée de lumière. On s'est assis face à face, et le silence s'est installé. Un silence dense, mais pas lourd, comme si aucun mot n'était assez grand pour ce moment. Puis il a parlé, lentement, posément. Tu ressembles à elle, et à moi aussi. Je n'ai jamais su ce que tu étais devenu. Je savais juste que vous aviez disparu. Claire m'avait dit que c'était pour vous protéger, que c'était dangereux, et j'ai respecté son choix, même si ça m'a détruit. Je n'osais pas l'interrompre, je buvais ses mots comme un enfant affamé. Je n'ai jamais eu d'autres enfants. Il y a eu des femmes, des histoires, mais rien de construit. Parce qu'il me manquait un morceau. Toi. Je me suis souvent demandé si un jour tu pousserais cette porte. J'ai longtemps espéré. Puis, j'ai cessé. Mais je ne t'ai jamais oublié. Je ne pouvais plus me contenir. Les larmes sont venues, chaudes, intenses. Je crois que c'était la première fois que je pleurais, en me sentant enfin complet. Je lui ai parlé de ma vie, de ce que ma mère m'avait dit, ou pas dit, de ce que j'avais découvert, de ses lettres, de la maison des Roches Blanches. Il écoutait, sans m'interrompre, le regard flou, la gorge nouée. Puis il m'a pris la main, une main rugueuse, mais pleine de douceur. Je ne te demande pas de me pardonner, ni de m'aimer. Mais je suis là. Et si tu veux, on peut rattraper ce qu'on peut. Même un peu. C'était tout ce que je voulais entendre. On a parlé des heures, de lui, de moi, de ce lien étrange qui existait déjà malgré le vide. Il m'a montré des photos, m'a raconté des anecdotes sur ma mère, sur leur jeunesse, sur leurs rêves brisés. Et ce soir-là, quand je suis sorti de chez lui, le ciel s'était dégagé. Les étoiles étaient là, discrètes, mais bien présentes, comme un signe. Je suis resté à Narbonne 3 jours. 3 jours hors du monde, comme suspendu dans une bulle étrange, entre découverte et cicatrisation. Mon père, je commençais à peine à me faire à l'idée de l'appeler ainsi, n'avait pas cherché à combler 25 ans d'absence par des discours. Il m'écoutait, me répondait quand il sentait que c'était juste. Il était là, tout simplement, présent. Et c'était ça dont j'avais eu besoin toute ma vie sans même le savoir. Il m'a emmené voir la mer, là où il disait venir marcher pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Le sable était froid sous nos pieds, le vent fort, mais la lumière, intense, presque argentée. C'est là qu'il m'a parlé du dernier jour où il avait vu ma mère. Elle tremblait, tu sais. Elle m'a dit que tout devenait dangereux, qu'elle avait reçu des menaces, qu'elle n'avait pas le choix. Elle m'a supplié de ne pas la chercher. J'ai cru qu'elle exagérait, qu'elle fuyait quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, je me demande si elle ne disait pas vrai. Je n'ai pas insisté. Parce que moi non plus, je ne savais plus quoi croire. Ma mère n'était plus là pour répondre. Elle avait emporté avec elle tant de choses. Des douleurs, des décisions, des secrets. J'étais partagé entre la colère d'avoir été privé de cette vérité et l'admiration pour la force qu'il avait fallu pour tout affronter seul. Je ne pouvais ni la juger, ni l'absoudre. Je pouvais seulement essayer de comprendre. Avant de partir, mon père m'a tendu une petite boîte en bois. C'était à elle. Elle me l'avait laissée le jour de notre séparation. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Je pense qu'elle était pour toi. Je l'ai ouverte dans le train du retour.
À l'intérieur, un petit médaillon, une photo minuscule, moi bébé dans ses bras, et un papier plié en 4 sur lequel elle avait écrit « Pardonne-moi si un jour tu découvres tout. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, je l'ai relu des dizaines de fois, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, mais d'un amour nouveau, nu, fragile. Un amour d'adulte pour des parents imparfaits, fait de fêlures, de silence et de sacrifices. Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé. J'ai revu Marc, mon père, à plusieurs reprises. On avance lentement, à notre rythme. On ne rattrape pas le temps, on le réinvente. Par petites touches, des cafés partagés, des messages échangés, des silences habités. Et parfois, dans ma chambre, je relis les 2 carnets, celui de ma mère et celui de mon père. 2 voix, 2 mondes, 2 vérités. Mais un seul fil rouge, moi. Je ne saurais jamais exactement pourquoi elle est partie, ce qu'elle a fui, ce qu'elle voulait me protéger d'eux. Mais j'ai compris quelque chose de plus grand, de plus essentiel. Nous ne sommes pas seulement faits de ce qu'on nous transmet. Nous sommes aussi faits de ce qu'on choisit de porter ou non. J'ai choisi de ne plus fuir mes origines, de ne plus m'inventer des histoires pour combler les vides. J'ai choisi de regarder la vérité en face, même si elle fait mal, parce qu'elle m'a libéré. Et surtout, j'ai choisi de pardonner, pas parce qu'il le méritait, mais parce que moi, j'en avais besoin.